Bonjour Ingrid. Bonjour Jérôme. Ravi d'échanger aujourd'hui avec toi autour de la question suivante. En cas de difficulté, quels sont les bénéfices à recourir aux outils de gestion amiable et collective? Je suis Jérôme Sebaud, directeur financier externalisé au sein de Dafinov. Dafinov est un cabinet de conseil en pilotage financier avec deux activités, l'externalisation de la direction financière et la transformation digitale. Ingrid Chantrier, avocat associé du cabinet Chapter Avocat. Je travaille des dossiers de contentieux des affaires avec une spécialité sur les litiges actionnariaux, les opérations de cession et de M&A qui ne se passent pas bien, ce qui m'amène à gérer des sujets de difficultés financières et de prévention de ces difficultés, avec effectivement en plus la démarche de vouloir protéger les intérêts du dirigeant en cas d'exposition au risque sur des fautes de gestion éventuelles. Quelques statistiques sur les défaillances d'entreprise. En 2021, il y a eu environ 28 400 défaillances d'entreprise. L'année suivante, en 2022, il y en a eu 42 500, dont 30% concentrés au cours du dernier trimestre. Ce chiffre est à relativiser par rapport au montant des défaillances d'entreprise en 2019, année pré-Covid, où il y a eu 52 400 défaillances d'entreprise. Les défaillances d'entreprise peuvent être évitées si les outils mis à disposition en termes de procédures amiables et collectives sont utilisés à la fois à bon escient et au bon moment. Ingrid, quels sont les signes avant-coureurs d'une procédure amiable ou collective? Alors on peut en identifier 5 ou 6. Il y a bien évidemment le litige actionnarial, révocation de dirigeants, mésentente entre associés. On a également les tensions sur la trésorerie, la perte d'un client, une perte de chiffre d'affaires, un retournement d'activité, comme on est en train de le connaître actuellement, sur des secteurs comme le retail, la restauration, les transports, l'e-commerce. On a actuellement quelques sociétés emblématiques qui font d'ailleurs la une de la presse. L'exigibilité des encours bancaires, PGE bien évidemment, c'est aujourd'hui la plupart des dossiers qui sont déposés devant les tribunaux de commerce. On a bien évidemment aussi des événements extérieurs, comme c'est le cas actuellement, avec l'inflation, une augmentation du coût de l'énergie, des matières premières qui vient complètement chambouler la donne. Et puis j'ajouterai un dernier point, puisque jusqu'à présent les URSSAF étaient encore, j'ai envie de dire, très calmes sur le sujet, mais il n'est pas à exclure qu'elles reprennent leur démarche de, elles aussi, poursuivre en ouverture de procédures collectives pour des créances sociales qui sont demeurées impayées. Alors, évidemment, ces sujets de procédures collectives et de mesures de prévention amènent à se concentrer sur une notion qui est clé, qui s'appelle l'état de cessation des paiements, puisque quand on dépose le bilan, on fait une déclaration de cessation des paiements. Donc ça m'amène à poser cette question, Jérôme, de savoir qu'est-ce qu'un état de cessation des paiements? Alors la notion de cessation de paiement peut s'évaluer en prenant en compte à la fois d'un côté l'actif disponible et d'autre part le passif exigible. L'actif disponible est composé d'éléments qui sont immédiatement réalisables. Quant au passif exigible, il est constitué d'éléments qui sont échus. Les différentes composantes de l'actif disponible sont à la fois les disponibilités en banque et en caisse, les facilités de caisse non tirées, les effets de commerce, par exemple les lettres de change, les billets à ordre, les cessions d'AI, et sont pris également en compte dans l'évaluation de l'actif disponible, les réserves de crédit, à savoir les crédits renouvelables. J'attire votre attention sur le fait que l'actif disponible est différent d'une autre notion comptable qui est l'actif circulant. L'actif circulant prenant en compte à la fois les disponibilités, mais également, contrairement à l'actif disponible, les stocks et les créances clients. Quant au passif exigible, il est composé des dettes vis-à-vis du personnel, des dettes sociales, des dettes fiscales, bien évidemment les dettes fournisseurs, et sont également pris en compte une principale composante, qui sont les emprunts et les dettes financières.
Si l'actif disponible est inférieur au passif exigible, techniquement, la société est en état de cessation de paiement. Pour autant, il convient de relativiser l'évaluation à la fois de l'actif disponible et du passif exigible en prenant en compte les perspectives d'évolution. Il me semble que la qualification de l'évaluation de l'actif disponible et du passif exigible revient à l'analyse du président du tribunal de commerce qui peut, en fonction des situations, pondérer les différents éléments pris en compte dans l'évaluation de l'actif disponible et du passif exigible. Par rapport donc à cette évolution de l'actif disponible et du passif exigible, il y a également un autre élément à prendre en compte. Il s'agit du montant des capitaux propres qui permet de définir si la société est solvable et rapporter les emprunts et les dettes financières rapportés au montant des capitaux propres permet de mieux appréhender cet élément de solvabilité. Ingrid, par rapport à ces éléments-là, quels sont les différents types de procédures à envisager ? Alors, on a aujourd'hui un éventail de possibilités que nous donne la loi, avec en plus effectivement des mesures de prévention que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité d'aller en mandat ad hoc ou en conciliation. Et l'intérêt de ces deux procédures, c'est qu'elles sont très souples et confidentielles. Très souples parce qu'on peut vraiment faire du sur-mesure et surtout le dirigeant reste maître de son entreprise. Et confidentielle parce qu'effectivement, elle n'est pas mentionnée sur le CABIS et on n'a pas à informer par exemple le CSE, on n'a pas à informer ses partenaires. Donc, on est vraiment sur de la prévention dans le bon sens du terme et on peut œuvrer sous la protection du tribunal de commerce avec les organes de la procédure qui vont être désignés au rééchelonnement des dettes et avec des solutions qui sont effectivement totalement en sur-mesure. Mais le prérequis, c'est qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Donc il faut uniquement avoir des difficultés d'ordre économique, financier ou même juste juridique ou structurel, mais qui sont avérées ou prévisibles, mais qui n'ont pas encore basculé dans l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire je suis dans l'incapacité de payer mon passif exigible avec ce que j'ai, en vulgarisant la formule. Si on bascule dans ce schéma-là où l'état de cessation des paiements est quasiment avéré, on a d'autres options que sont avant cela la sauvegarde, puisqu'on est là encore dans une mesure où on est au devant d'un état de cessation des paiements, et ensuite on bascule dans le redressement et la liquidation judiciaire. Lorsqu'on bascule sur ces trois options, que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, malheureusement, pour moi est associée la perte de confiance des partenaires, puisque la procédure en tant que telle n'est plus confidentielle, elle est mentionnée sur le CABIS, et puis surtout, il y a différentes options qui font que potentiellement le dirigeant peut être amené à perdre le contrôle de son entreprise, puisqu'alors il peut y avoir un administrateur judiciaire qui vient assister, voire même diriger l'entreprise. Donc effectivement, ce sont des solutions qui sont en tout dernier recours. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser les solutions de prévention que nous offre la loi aujourd'hui. Parfait. Merci Ingrid. Et Ingrid, quelles sont les conditions préalables à l'ouverture d'une procédure, quelle qu'elle soit amiable ou collective ? Il faut à minima être à jour de ses obligations vis-à-vis du tribunal de commerce. Donc c'est notamment avoir approuvé ses comptes, être à jour de l'établissement de ses comptes annuels, même si le dépôt n'est pas encore fait. Il faut surtout être à jour du règlement de ses cotisations URSSAF, et notamment dans la partie cotisation salariale de ses cotisations sociales. Et puis, effectivement, il faut prendre soin de vérifier en fonction des statuts ou du pacte d'actionnaires qui régissent la société, si effectivement il y a besoin de faire une assemblée générale ou consulter un organe avant de pouvoir dire, moi dirigeant, je suis en capacité d'aller éventuellement faire un mandat ad hoc, une conciliation ou bien déposer le bilan tout simplement. De ton côté, Jérôme, comment tu peux nous synthétiser l'intégralité des pièces, j'ai envie de dire incontournables, que doit préparer le dirigeant? Alors, incontournable est le terme tout à fait circonstancié. Il est inévitable de préparer des éléments prévisionnels
généralement à horizon 24 mois et sur une base mensuelle, que ce soit en termes de résultats nets qui permet d'intégrer aux capitaux propres, de renforcer l'analyse en termes de solvabilité, mais surtout l'approche essentielle est de travailler sur des prévisions de trésorerie mensuelles à horizon 24 mois. Et dans une perspective un petit peu plus long terme, il est généralement usuel de travailler sur un business plan en approche annuelle à horizon 5 ans, et par business plan en prenant ces deux indicateurs qui sont le résultat net et la trésorerie. Ingrid, quels sont les enjeux pour le dirigeant dans le cadre d'une procédure? Les enjeux, c'est qu'à ne rien faire et à regarder le train passer, j'ai envie de dire, on expose sa responsabilité en tant que dirigeant. Donc il est impératif d'identifier les difficultés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément d'ordre financier, ça peut vraiment être d'autres types de difficultés qui pénalisent l'activité de l'entreprise, pour y faire face et se dire, parce que j'ai anticipé et parce que j'ai pris conseil auprès des personnes compétentes sur ce genre de difficultés, je m'évite une exposition au risque, puisque à terme, si on va au bout d'une procédure collective et qu'elle finit en liquidation judiciaire, le dirigeant peut avoir sa responsabilité engagée sur le terrain d'une action en comblement de passif, c'est-à-dire que le liquidateur ou le parquet qui est présent dans ce type de procédure peut venir dire « je considère que le passif est généré du fait des fautes de gestion du dirigeant », qui alors est appelé sur ses deniers personnels à combler ce passif. Donc ça, c'est assez dérangeant. Et puis aussi parce que potentiellement, il y a eu des fautes de gestion, il peut être l'objet d'interdiction de gérer, ou même prononcer, je l'ai déjà vu, une faillite personnelle. Donc il faut être assez vigilant et sensibiliser aussi le dirigeant sur qu'est-ce qu'un détournement d'actifs, qu'est-ce qu'un abus de bien social, est-ce que c'est judicieux là de distribuer un dividende alors que les réserves de la société sont en péril, est-ce que cet investissement n'est pas un peu hasardeux, est-ce qu'il ne vous expose pas à la mise en jeu de votre responsabilité, et puis surtout, j'ai envie de dire, l'un des exemples clés de la mise en jeu de la responsabilité d'un dirigeant en tant que faute de gestion, c'est justement le fait de déposer une déclaration de cessation des paiements avec retard. C'est une des fautes de gestion clés qui est retenue pour mettre en jeu la responsabilité personnelle du dirigeant. Donc effectivement, c'est très important de communiquer, d'anticiper et d'échanger avec quelqu'un comme toi sur ce type de sujet pour bien identifier où sont les problèmes, utiliser les outils de prévention dont on dispose aujourd'hui, qui nous sont offerts par la loi française, pour justement désamorcer, parce que finalement ces mesures de prévention dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le mandat ad hoc ou la conciliation, c'est vraiment des outils de prédilection, de sortie de crise et de désamorçage de la crise. Merci Ingrid pour cet échange autour de cette question portant sur les bénéfices à utiliser les différents outils mis à disposition par la législation française en cas de difficulté, à savoir les procédures amiables et collectives. Merci Jérôme.